titre de l'actualité, élections présidentielles et législatives en Sierra Leone ce mercredi. Le dépouillement a déjà commencé et de premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures. En Tunisie, le Premier ministre a présidé ce mercredi une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de l'attaque de Ben Guerdane en mars 2016. Et puis pour la journée internationale des femmes ce 8 mars, nous vous proposons le portrait de Sandra Hernandez, la seule femme pilote d'hélicoptère de combat du contingent salvadorien de la MINUSMA au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par le Tchad où cela fait 6 semaines que les travailleurs du secteur public sont en grève et ce pour protester contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement pour faire face à la crise financière que traverse le pays. Des mesures qui se sont traduites notamment par des coupes sur les salaires. Afin de les exhorter à reprendre le travail, le chef de l'État Idriss Déby Itno a rencontré il y a une semaine les syndicats, mais sans succès. Et depuis 2 jours, ce sont les membres de son cabinet qui ont pris la relève. En Sierra Leone, où les élections générales ont été marquées ce mercredi par une forte participation, le dépouillement a commencé. Les Sierra Leonais devaient choisir un successeur au président sortant Ernest Bai Koroma, qui ne peut pas se représenter après 2 mandats consécutifs. Ils votaient également pour élire leurs parlementaires et leurs élus locaux. Le dépouillement a commencé en Sierra Leone où les élections générales ont été marquées ce mercredi par une forte participation. En effet, les Sierra Leonais se sont déplacés en nombre pour élire leur nouveau président. Les principaux candidats ayant promis le changement des pratiques politiques et des conditions de vie dans ce pays. Tout au long de la journée, de longues files d'électeurs ont attendu patiemment leur tour dans la capitale, Freetown. Comme prévu, les quelques 2700 bureaux de vote ont fermé à partir de 17h GMT et local pour des scrutins présidentiels, législatifs et communaux, où plus de 3,1 millions d'inscrits étaient appelés aux urnes. De premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures et si aucun candidat n'obtient 55% des voix, un second tour sera organisé dans 1 mois. Une hypothèse d'autant plus probable que le président sortant Ernest Bai Koroma ne peut se représenter après 2 mandats de 5 ans. Son ancien ministre des Affaires étrangères Samoura Kamara, qui assume l'héritage, porte les couleurs du parti au pouvoir, l'APC. Il a face à lui le SLPP, principale formation de l'opposition, qui présente de nouveau l'ancien général Julius Maada Bio, battu par Ernest Bai Koroma en 2012. Pendant ce temps, au Togo, l'opposition semble à nouveau décidée à renouer avec les manifestations de rue. En effet, la coalition des 14 pays qui avaient promis, des 14 partis, qui avaient promis de suspendre tout mouvement de protestation dans le cadre du dialogue social, appelle de nouveau à manifester dans la rue. Elle entend passer à l'acte dès la semaine prochaine. L'opposition togolaise rend son engagement à geler ces manifestations de rue. Réunie au sein de la coalition des 14 partis, cette opposition justifie cette décision par 2 faits. Tout d'abord, le passage à tabac des populations de Kparatao, village natal du leader du PNP, par des militaires dans la nuit du 24 au 25 février dernier. Ensuite, la nomination des présidents des commissions électorales locales indépendantes qui, selon l'opposition, montre la volonté des gouvernants togolais de continuer à conduire de manière solitaire et unilatérale le processus électoral, malgré la demande contraire émise par le dialogue. Toute chose qui, aux yeux de la coalition des 14 partis de l'opposition, constitue une rupture flagrante et inacceptable avec les engagements pris dans le cadre des mesures d'apaisement, raison pour laquelle elle appelle à 4 jours de manifestation la semaine prochaine.
En Guinée, plusieurs milliers de femmes vêtues de blanc, au moins 10 000 selon les organisatrices, ont participé ce mercredi à Conakry à une marche. Objectif, dénoncer les violences policières meurtrières lors des manifestations politiques en Guinée. Ces manifestantes répondaient à l'appel des femmes du principal parti d'opposition, l'UFDG, qui conteste les résultats des élections locales du 4 février dernier. Vêtues de blanc couleur du deuil et portant pour certaines un foulard rouge sur la tête pour marquer leur détermination, les manifestantes sont parties en cortège du rond-point Amdalaï Concasseur dans la banlieue de la capitale Conakry pour atterrir dans le quartier de Bambeto, quelques 3 km plus loin. À travers cette marche, elles dénonçaient les violences policières meurtrières lors des manifestations politiques en Guinée. La Guinée est confrontée depuis un mois à des manifestations qui ont fait au moins une douzaine de morts, dont certains tombés sous les balles des forces de l'ordre. Ces manifestations sont liées aux élections locales du 4 février dernier, dont les résultats sont contestés par l'UFDG, à un conflit dans l'enseignement qui dure depuis début février et à un appel à la grève générale lancé par un puissant syndicat qui avait fait de Conakry une ville morte le 26 février dernier. Les organisateurs ont évalué à environ 10 000 le nombre de participantes à cette manifestation. Il faut dire que les forces de sécurité n'étaient pas visibles le long du parcours de cette marche, les manifestantes ayant mis en place leur propre service d'ordre. Ce journal se poursuit au Niger. Des étudiants nigériens ont assigné en justice les enseignants de l'université de Niamey en grève depuis fin février pour protester contre l'agression d'un de leurs collègues par des étudiants sur le campus. Le procès s'est tenu mardi dernier et le jugement a été mis en délibéré pour le 13 mars prochain. Une décision très attendue qui doit permettre à 23 000 Nigériens de reprendre le chemin des cours. Les détails. Le bras de fer qui oppose les enseignants de l'université de Niamey et les étudiants sur le campus depuis quelques semaines a été porté devant la justice. Le jugement a été mis en délibéré pour le 13 mars prochain, après le procès qui s'est tenu mardi dernier à Niamey. Un procès au cours duquel l'avocat de l'Union des scolaires nigériens, le syndicat des étudiants, a notamment demandé au juge de constater le caractère non fondé et non professionnel de la grève du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur. Les enseignants sont entrés en grève le 20 février dernier après l'agression d'un de leurs collègues par des membres de la Commission des affaires sociales et de l'ordre CASO, l'organe estudiantin qui fait office de police sur le campus universitaire alors qu'ils y réglementaient la circulation des bus des étudiants. Les enseignants exigent notamment l'exclusion des étudiants agresseurs et la dissolution de la CASO. Lundi dernier, le syndicat des enseignants a annoncé dans un communiqué la poursuite de son mouvement de façon indéterminée, affirmant n'avoir obtenu aucune réponse satisfaisante à ses exigences en dépit de plusieurs rencontres avec les autorités nigériennes. 5 jours après le double attentat de Ouagadougou qui a fait 8 militaires tués et plus de 80 blessés, le peuple burkinabé a rendu ce mercredi un dernier hommage à ses soldats morts lors de ces attaques djihadistes à l'ambassade de France et au siège de l'état-major général des armées. Les militaires ont été enterrés en martyrs au cimetière municipal de Ouagadougou. Claude Romba pour le point. Fouille systématique à l'entrée du cimetière municipal de Goungé à Ouagadougou, signe que la psychose est encore présente dans la capitale, 5 jours après les attentats du 2 mars dernier. Malgré le soleil de plomb et la canicule qui avoisinait les 40 degrés, le peuple burkinabé est sorti nombreux pour rendre hommage aux 8 soldats tués lors de la double attaque de l'ambassade de France et du siège de l'état-major des armées. Un à un, les cercueils recouverts du drapeau national sont exposés devant l'assistance pour un ultime hommage. Sous-officiers, militaires du rang, des jeunes qui avaient à peine 18 mois de service sont tombés. Mais c'est ça aussi notre engagement. C'est ça notre engagement, de défendre notre pays autant que nous pouvons. Les 8 soldats morts sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie ont été décorés de la médaille d'honneur. L'émotion, la colère, l'incompréhension se luisaient sur le visage des autorités, parents et amis. Sonnerie aux morts,
Puis, un à un, les cercueils de 8 militaires sont mis en terre devant des familles inconsolables. Dans le mal peut naître le bien. Parce que nous venons de voir que peut-être la nation burkinabé est née après ce choc. Quand on voit ce qui se passe, la mobilisation qu'il y a, je crois que quelque chose vient de se passer et que le peuple burkinabé, au contraire, va se retrouver pour faire face à son destin. Je crois que ce qui nous tue pas tous nous rend forts. Pour le maire de la capitale, Ouagadougou, dans cette guerre asymétrique injustement imposée au Burkina et au reste du monde, il faut donner une réponse stratégique et énergique et surtout ne pas céder à la psychose. En Tunisie, le chef du gouvernement s'est félicité ce mercredi de la stabilisation de la situation sécuritaire. Il a ainsi commémoré la victoire contre le terrorisme des forces de sécurité lors d'attaques djihadistes sans précédent il y a 2 ans. Les images. Youssef Chahed a présidé une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de l'attaque de Ben Guerdane lorsque des dizaines de djihadistes ont attaqué des installations sécuritaires à la frontière avec la Libye en mars 2016. Le chef du gouvernement a aussi inauguré un monument aux victimes. Dieu soit loué, la situation sécuritaire s'est stabilisée en Tunisie. Il est nécessaire de se souvenir des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la Tunisie et l'Union nationale, et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour commémorer, pour ne pas oublier ce qui s'est passé le 7 mars et pour consacrer ce jour comme journée nationale de la victoire contre le terrorisme et Ben Guerdane comme la ville de la victoire contre le terrorisme. Le 7 mars 2016 à l'aube, les habitants de Ben Guerdane avaient été réveillés par des tirs nourris. Plusieurs dizaines de djihadistes lourdement armés venaient de lancer des attaques synchronisées contre un poste de police, un poste de la garde nationale et une caserne militaire. Les attaques avaient été repoussées et 13 membres des forces de sécurité ainsi que 7 civils avaient péri. Au moins 55 djihadistes ont été abattus dans la riposte des forces de sécurité. Ces attaques étaient intervenues après 3 attentats de grande ampleur en 2015. L'état d'urgence en vigueur depuis cette série d'attentats vient d'être prolongé de 7 mois. La présidence tunisienne affirmant vouloir assurer la sécurité durant les municipales du 6 mai, le mois de Ramadan et la saison touristique. Et puis, je le disais en titre, le monde entier célèbre ce jeudi la Journée internationale de la femme. Dans ce cadre, nous vous proposons le portrait de Sandra Hernandez, unique femme pilote d'hélicoptère salvadorienne servant dans la mission de maintien de la paix de l'ONU à Tombouctou. Elle fait la fierté de cet escadron chargé des missions de reconnaissance, d'escorte des opérations terrestres ou de la protection des populations civiles. À Tombouctou, depuis près de 3 ans, des hélicoptères salvadoriens appuient les opérations des casques bleus déployés dans la région. Sandra Hernandez est l'unique pilote femme du contingent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'amour de l'aviation, parce que mon père est pilote d'avion aussi. Et mes 2 grands frères sont aussi pilotes, l'un d'avion, l'autre d'hélicoptère. Je me suis toujours sentie très fière d'eux. Chargée notamment d'effectuer des missions de reconnaissance ou d'escorter des opérations terrestres, l'unité aérienne salvadorienne est également destinée à la protection des civils. Nous sommes préparés et avons un temps de réaction limité de 7 minutes, en l'espace duquel nous pouvons fournir la sécurité et effectuer une démonstration de force contre les groupes armés qui attaqueraient les populations civiles. Pour le colonel Léon Gomez, commandant de l'unité, la présence d'une femme au sein de l'escadron est un véritable atout humain lors des échanges avec la population locale. Je suis vraiment très fier de la compter parmi nous ici, au sein de l'équipe. Elle donne un bon état d'esprit à cette mission parmi les hommes. Et sa présence améliore aussi notre contact avec la population, qui voit une femme pilote travailler et interagir avec les gens et les femmes du Mali. C'est un vrai plus pour notre mission en hélicoptère. Avec ses 16 années d'expérience comme pilote de combat, Sandra Hernandez fait figure de modèle pour les plus jeunes recrues du contingent.
Les plus jeunes ont beaucoup à apprendre d'elle. C'est une personne très professionnelle qui accomplit son travail avec beaucoup d'application. Et nous avons grand intérêt à prendre exemple sur elle. Très fière de servir dans la première unité du Salvador à être déployée dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, Sandra Hernandez confie que le plus difficile pour elle reste de passer plusieurs mois loin de sa fille de 8 ans. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.